ici pour débattre autour de la LOM et du modèle des mobilités demain, Madame Anne-Marie Idrac, qui est haut-commissaire pour la voiture autonome. Non, le haut est en trop. Commissaire. Benjamin Honora, directeur du développement et de partenariat de B-Mobility. Monsieur Jing Chenni, économiste chez France Stratégie. Je crois que j'ai oublié personne. Bon, alors voilà, donc la LOM a enfin été adoptée. Alors elle instaure un certain nombre de nouveautés, comme vous l'avez dit, la prime de 400 € pour aider les déplacements en vélo ou le covoiturage, mais également la possibilité pour les villes d'instaurer des zones à faible émission, la création des AOM, hein, les autorités organisatrices de mobilité. Alors c'est vrai que la LOM elle avait été annoncée comme un big bang, un grand big bang des mobilités. Est-ce que, alors Madame Idrac, on en parlait tout à l'heure juste avant, vous baignez dans la mobilité depuis très longtemps puisque vous avez dirigé la RATP, puis la SNCF et vous avez été secrétaire d'État au transport. Est-ce que aujourd'hui la loi d'orientation des mobilités a rempli ce rôle de big bang des mobilités, de changer demain de façon déterminante le modèle de mobilité urbaine demain? Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, le député qui a été l'un des principaux acteurs et de la préparation, parce qu'il l'a dit à juste titre, cette préparation a été remarquable, et du vote et de la discussion, n'a pas parlé de Big Bang. Ça n'aurait pas de sens dans une ville comme Paris ou n'importe quelle agglomération de dire que tout d'un coup on est passé de l'ombre à la lumière parce qu'il y a un décret, il y a une loi qui va être suivie d'ordonnances ou de décrets permettant de faire des choses que beaucoup de ces territoires avaient expérimentées. Donc je crois qu'on est plus profond que, si j'ose dire, que cela. D'abord, c'est le fait que les questions de mobilité, et on dit plus de transport, hein, bon, oui, sont vraiment devenues un sujet politique pour les raisons écologiques, économiques, sociales qui ont parfaitement été dites par M. Zulesi. Et puis, il y a le fait que dans le projet de la majorité actuelle, qui est un projet, je dirais, globalement d'émancipation, eh bien, on donne aux collectivités locales la possibilité d'expérimenter ou de développer un certain nombre de formules. Et on leur donne aussi la possibilité de réguler pour que, notamment, toutes les formules de mobilité plus ou moins miraculeuse, paraît-il, et je mets plein de guillemets à miraculeuse qui commence à se développer, eh bien, que toutes les formes de mobilité connectée, de floating, etc., puissent être régulées avec différents objectifs, en particulier des objectifs de péréquation sociale ou aussi des objectifs de bonne utilisation des espaces publics. Bon, je crois qu'on va parler de trottinettes tout à l'heure. Moi, je rentre de Singapour, là où les trottinettes sur les trottoirs viennent d'être arrêtées net. Bon, il faut dire que Singapour est un endroit où on s'y connaît en mobilité, où je vais tous les 2 ans depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est la possibilité pour les élus locaux de se saisir de toutes sortes de choses et de s'en saisir positivement et de s'en saisir aussi dans une vision politique qui intégrera des questions de tarifs, des questions d'équité sociale et de péréquation, des questions bien entendu écologiques, d'environnement. La LOM n'est pas décevante pour vous, elle est dimensionnée aux enjeux ben de oui, la mobilité demain tout à fait. et de la transformation de la mobilité. Je vais vous dire, de toute façon, elle ne peut pas vraiment être décevante, en ce sens qu'elle n'est pas sortie non plus de n'importe où. Elle est sortie d'abord d'années de réflexion, d'évolution, etc. Hein, bon. Et puis dans la préparation de la loi elle-même, d'un nombre d'ateliers, de concertations, de débats, etc., que j'en ai jamais vu de ma vie. Moi, hein, bon. Donc elle ne peut pas être décevante en ce sens qu'elle reflète, comme on dit dans les entreprises, l'état de l'art. Bon. Il y a un seul point sur lequel moi je trouve qu'il y a une bizarrerie, bon, j'en parle assez souvent, c'est que moi je trouve très bizarre que les voitures arrêtées payent l'usage de l'espace public et que les voitures roulantes ne le payent pas. Bon, moi je trouve ça très étrange. Bon, je ne comprends pas par quel concept on aboutit à ça. Bon, bref. C'est le sujet du péage urbain. Voilà, donc on n'est pas mûr aujourd'hui, même à titre expérimental, même à l'initiative des élus, etc., pour aller dans le sens que énormément de villes occidentales et asiatiques, bien sûr, ont développé. Bon,
c'est le seul éventuel regret qu'on peut avoir. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas que ça dans la vie. Et ce qui est important maintenant, c'est que les élus locaux et les acteurs économiques s'en saisissent. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que tout ça, il faut quand même que ça crée de la valeur et des modèles économiques. Bon. Or, il y a quand même beaucoup de modèles des nouvelles mobilités qui sont fondés soit sur la perte d'entreprises qui se font du gras ailleurs, bon, soit sur le contribuable. Bon, pourquoi pas le contribuable, hein. En France, comme vous le savez, le transport public est financé aux 2/3 par le contribuable. Bon, why not? Bon. Sauf qu'une loi d'orientation des mobilités durables qui serait fondée exclusivement sur soit la perte, soit le contribuable, bon, je ne suis pas sûr que ça soit totalement durable, justement. Bon. Et donc, j'encourage énormément les acteurs à travailler avec les collectivités locales pour trouver des modèles économiques dans lesquels on puisse, dans des modalités diverses, mais qui sont vraiment inventées, hein, trouver de quoi faire émerger des modèles qui soient économiquement rentables, valables, tout en respectant un certain nombre d'enjeux, notamment de péréquation, parce que c'est sûr que c'est très facile d'aller faire du cherry picking, comme on dit, sur des endroits où il y a plein de monde, qu'on ne va pas qualifier de bobos, pour faire des mobilités sympas. C'est moins facile quand il faut aller dans des territoires moins denses, où les gens ont peut-être moins de pouvoir d'achat et moins de liberté de manœuvre. Voilà. Donc trouver des modèles économiques entre partenaires privés et collectivités locales, je crois que ça sera l'un des grands enjeux pour utiliser au maximum cette boîte à outils. Alors, justement, on a un économiste ici, on va parler d'économie juste après. Juste, je vais donner la parole à Benjamin Honora, vous représentez B-Mobility, un opérateur multimodal de micromobilité. Votre sentiment, vous, sur la LOM, est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux attendus et annoncés, ou alors il y a certains aspects ou des trous dans la raquette, comme on dit pudiquement? Merci Nabil. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je rejoins les propos de Madame Idrac et du député Monsieur Gilesi. La LOM n'est pas un Big Bang. Au contraire, c'est plutôt l'inverse pour moi. Pour nous, elle crée au contraire un cadre de discussion, un cadre d'échange, un cadre de confiance avec les décideurs locaux. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Vous l'avez dit, Nabil. Donc, B-Mobility, nous sommes un opérateur de micromobilité électrique et partagée. La différence que nous avons, et vous connaissez très bien ce sujet, avec les autres opérateurs, c'est que nous sommes verticalement intégrés. C'est-à-dire que nous fabriquons nos propres trottinettes, nos propres vélos électriques et nos propres voitures. Nous avons nos propres designs qui sont propriétaires. Et ça change complètement dans les modèles économiques que nous allons créer autour de ces services-là. Et je me tourne vers vous parce que c'est un sujet que vous avez mentionné. Pour revenir à votre question, Nabil, sur la LOM, évidemment, nous attendons les différents décrets d'application. Nos différents services travaillent déjà avec la DGITM dans le cadre de l'article 18 et la rédaction des cahiers des charges. Peut-être ce que je peux aussi donner en tant que feedback opérateur, donc nous sommes la filiale française d'un groupe américain, c'est que la LOM va nous permettre d'avoir une certaine proximité avec les villes que nous avons aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, donc notre premier marché qui est Miami aujourd'hui, que nous avons lancé il y a un an, nous sommes extrêmement intégrés avec les services de la ville, aussi bien dans le cadre de déploiement, dans le cadre de donner accès notre service aux populations les plus éloignées, mais aussi dans la refonte de l'infrastructure urbaine. Nous avons participé, par exemple, à l'élaboration et à la construction d'une piste cyclable, parce que c'était une piste qui était utilisée par nos utilisateurs. On en a financé une partie avec nos partenaires. Donc cette proximité que nous arrivons à avoir aux États-Unis avec la LOM, on sera capable de le faire en France et on en est très satisfait. Monsieur Gingchani, Madame Idrac parlait de modèle économique et l'enjeu demain des modèles urbains. Alors, en matière de mobilité, c'est quand même compliqué parce que c'est vrai qu'on est dans un domaine qui est d'abord régulé par les collectivités locales et qui est aussi subventionné. Si je prends l'exemple par exemple du covoiturage. Est-ce qu'il est possible de créer un modèle économique avec ces conditions, un modèle efficient et pérenne? Et en effet, donc, la mobilité, c'est pour satisfaire un besoin. Donc ce besoin peut être satisfait individuellement par la voiture ou collectivement par les transports publics ou les mobilités alternatives. Donc, comment les mobilités collectives sont la plupart du temps sont déficitaires. Donc c'est normal que l'État ou les collectivités locales financent donc, ce besoin pour aller vivre quelque part, donc pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller
consommer ou faire le plaisir ou d'autres choses comme des affaires. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire un modèle économique uniquement pour créer la mobilité, pour satisfaire les besoins de la population. C'est indispensable que la collectivité contribue à ce besoin pour satisfaire les enjeux de la société. Oui, mais ça coûte très cher. Si on prend l'exemple d'Autolib, ce que le groupe Bolloré a réclamé à la ville de Paris et tous les co-contractants au système Autolib, c'était des sommes effarantes, ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça que ça s'est arrêté. C'est un exemple qui fait dire qu'il y a un raté dans la négociation de créer cette nouvelle mobilité. En effet, les mobilités sont satisfaites par les infrastructures existantes, par les mobilités, donc les transports collectifs existants, par aussi quelques nouvelles mobilités qui constituent des niches pour une population très moindre pour satisfaire. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'on invente une nouvelle mobilité, si le modèle économique n'est pas bien pris en compte, ça c'est donc que ça ne peut pas marcher. Ça c'est sûr. Donc, la collectivité ne peut pas supporter les frais qui sont dépensés pour satisfaire une minorité du besoin. Donc c'est pour ça que moi, je dirais que si on revient sur la loi L'Homme, pour moi c'est la première fois une loi qui permet à l'ensemble du territoire français d'être sous une autorité organisatrice de la mobilité. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est la première fois aussi que toutes les collectivités locales puissent s'occuper de toutes les formes de mobilité. Tandis qu'avant, donc, 80% du territoire n'était pas sous cette forme de régulation et donc les populations sont plus ou moins laissées dans l'utilisation de leur voiture pour aller faire donc, leur vie, c'est-à-dire aller travailler, étudier ou faire la consommation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Benjamin Nora, vous êtes représentant d'une entreprise privée Oui. ici, en tout cas un opérateur. De ce point de vue-là, parce que Mme Idrak a mis le sujet du modèle économique sur la table, est-ce qu'aujourd'hui il est possible pour un opérateur, de gagner de l'argent, en tout cas de façon pérenne, dans un cadre régulé par une collectivité locale et sans être subventionné ou pas? Alors oui, j'espère qu'il est possible d'être rentable, évidemment. Alors pour être, donc je vous disais tout à l'heure assez rapidement, nous sommes intégrés verticalement, donc nous avons nos propres usines, notre propre design. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est, on va dire, deux choses. Aujourd'hui, on a trois choses. On a le produit qui est le plus sûr, on a le produit qui est le plus durable, et on a l'adaptabilité aux conditions et aux spécificités des marchés qui est la plus élevée. C'est-à-dire, pour Paris, par exemple, vous êtes sans savoir qu'il y a un appel d'offres qui sera bientôt publié. Nous allons être capables, pour les trottinettes électriques, nous allons être capables d'intégrer directement des casques sur nos modèles. Pour répondre à votre question des modèles économiques, on a été le premier opérateur lors de notre lancement à décider dès le début d'avoir seulement des collaborateurs en CDI chez nous. Donc on ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs. Ces collaborateurs sont soit portés directement, soit embauchés par la société, dans le cas des États-Unis. En France, ils sont embauchés par notre partenaire logisticien. Pour répondre à votre question sur la rentabilité économique, notre première itération sur les premiers modèles de trottinettes que nous vous avons déployés, on avait une durée de vie de 7 à 8 mois, ce qui est quasiment 7 fois supérieur à ce que faisait la concurrence. Sur la nouvelle itération que nous déploierons à partir de 2020, c'est un produit qui peut durer jusqu'à 2 ans. D'accord. Donc sur la rentabilité du modèle, c'est notre actif, c'est notre trottinette et demain nos vélos et demain nos voitures, nous pouvons les amortir sur une période aussi longue. Nous pouvons opérer de manière beaucoup plus sereine. On n'a pas cette rentabilité immédiate à obtenir. Et également, vu que nous sommes intégrés verticalement, industriellement, et que nous allons avoir, donc nous avons des trottinettes, nous aurons des vélos, nous aurons des voitures, nous aurons également des économies d'échelle qui seront extrêmement intéressantes une fois que toute la gamme sera déployée. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle des grosses volumétries, qui concernent beaucoup de citoyens, beaucoup de gens, bon, en fait, il y a deux choses. Comme l'a dit le monsieur de France Stratégie. Bon, il y a le transport collectif et il y a la voiture. Et moi, je pense que la pierre d'achoppement, ou le pont, enfin, là où la loi L'Homme trouvera sa crédibilité
particulière, c'est si elle réussit à trouver un modèle intermédiaire. Donc, en termes économiques, le transport en commun est payé aux 2 tiers par le contribuable et la voiture, elle est payée par vous, avec tout le débat de savoir si les coûts externes sont entièrement pris en charge ou pas, mais ceci est un autre débat. Bon. Et en termes techniques ou en termes de propositions de services, le grand sujet, c'est pas de réduire la mobilité, personne ne veut réduire la mobilité, il n'y a pas d'économie de mobilité comme il y a des économies d'énergie, c'est de réduire la place de la voiture. Et comment réduire la place de la voiture? En luttant contre ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire en mettant 4 personnes au lieu d'une en moyenne dans les voitures. Bon. C'est ça le sujet, je parle sous votre contrôle, monsieur le député, c'est ça le sujet majeur. Bon. Donc là, comment fait-on? Est-ce qu'on décide que voyager en voiture est une activité qui doit être subventionnée? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'on essaye de trouver, pas simplement sur la grande distance, où ça semble être le cas, mais aussi sur la petite distance, et ceci en dehors des périodes de grève et de transport de substitution, un modèle économique? Je pense que vraiment, ça sera quelque chose qu'il faut regarder à la loupe, au moins autant, excusez-moi, que les trottinettes, qui, malgré tout, vous en conviendrez, restent un segment assez complémentaire, je dirais, des services par rapport à ce qui fait le quotidien et qui justifie que la mobilité devienne un enjeu politique avec une loi aussi importante, etc., etc. Et monsieur le député est bien placé pour en témoigner. Bon. Et donc là, on voit bien que des outils de régulation, c'est des sujets très très locaux. Hein. Est-ce qu'elles seront subventionnées ou pas, ces voitures en autopartage ou en covoiturage? Bon. Ça fait des décennies qu'aux États-Unis, il y a pour le covoiturage des voies réservées qui d'ailleurs s'inversent, les lignes prioritaires, avec lecture, où on aperçoit les silhouettes des gens et quand ils sont plusieurs, ils ont des priorités ou ils ont des péages moins chers. C'est d'ailleurs le cas sur certaines autoroutes françaises, y compris franciliennes. Et donc c'est en ça qu'il faut vraiment que les collectivités locales puissent réguler, par les tarifs, par l'usage des parkings, par l'usage des voies réservées, par des systèmes de priorité dans différentes choses. Bon, et je trouve que cet exemple, qui encore une fois est assez central, c'est pas anecdotique, est assez central, montrera bien comment les collectivités pourront faire. Bon. Vous savez qu'à New York, c'est très sympa le transport connecté, sauf qu'à New York, l'envahissement des VTC est tel que les embouteillages se sont accrus parce que toutes ces voitures pratiquement vides. Bon, il y a des études très intéressantes qui ont été faites, presque vides quand il y a un client, et souvent vides parce que le chauffeur va chercher les clients. Bon. Donc ça a plutôt aggravé la situation qu'amélioré. Bon. D'où l'importance, encore une fois, et c'est le rôle de cette loi, que les collectivités locales soient outillées pour y faire ça. Alors, elles vont être outillées juridiquement. Bon, une ville comme la ville de Paris est évidemment outillée intellectuellement, etc. Bon, et un autre grand enjeu, je sais qu'il y a pas mal de consultants dans la salle, c'est d'apporter aux collectivités plus moyennes des moyens de compréhension, de partage d'expérience. Donc c'est ce que vous faites avec le site France Mobilité qui est fort bien fait, pour pas perdre trop de temps et trop d'argent à multiplier des expériences qui finalement ne marcheraient pas, mais au contraire apprendre les uns des autres des bonnes idées techniques très variables selon leur territoire, la densité, l'organisation de la ville, sa tradition, etc., etc. Je crois que Madame la ministre a bien résumé les enjeux qui nous attendent quotidiennement, que nous avons quotidiennement et à venir. Vous l'avez dit, notamment sur le fait qu'il faut absolument massifier, lutter contre l'autosolisme. Et là, je crois que lorsque dans la loi d'orientation des mobilités, nous permettons justement l'ouverture des données, eh bien, disons-le clairement, l'ouverture des données en tant que telle, c'est très bien. Mais ce qu'il y a, c'est de pouvoir justement accompagner les collectivités dans la valorisation de l'ouverture de ces données. Comment est-ce que ces données de transport peuvent servir à la collectivité pour améliorer le transport sur un territoire et qu'on sorte de cette aberration où nous avons en moyenne 1,1, 1,2, disons les choses, une personne par voiture, et qu'on puisse massifier ces transports-là. C'est un vrai enjeu, cette capacité à pouvoir valoriser des données, ça me semble être essentiel. Et puis, un dernier sujet aussi qui me semble essentiel, c'est de véritablement avoir
une vraie sensibilisation auprès de nos concitoyens sur le coût réel du transport. Combien est-ce que nos concitoyens payent réellement? Vous l'avez dit, Madame la Ministre, 1/3 du coût réel. Et ça, peu de concitoyens en ont conscience. Et je le dis d'autant plus que, à l'aune d'une élection importante pour notre société, l'élection municipale, on parle beaucoup de transport gratuit. La gratuité n'existe pas. Il y a bien quelqu'un qui paye. Et puis, à côté, on parle de modèle économique. Il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit périn et surtout un devoir de vérité vis-à-vis de nos concitoyens. Mais alors, dans un contexte aussi de contraintes budgétaires, c'est aussi un sujet. Est-ce qu'il faut augmenter les allocations, les subventions allouées au transport? Monsieur Igny, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, d'un point de vue budgétaire, que l'État, ou en tout cas la puissance publique, finance de nouveaux services de mobilité, de nouvelles prestations de mobilité? Est-ce qu'il n'y a pas une contrainte, un plafond de verre budgétaire? Je pense qu'il n'y a pas de plafond de verre si on dépense bien l'argent disponible. Déjà, il faut améliorer la mobilité quotidienne en améliorant les infrastructures de transport collectif. Donc cette partie-là, on constate qu'il y a quand même beaucoup de dégradation, beaucoup d'inconfort dans les voyages, dans le déplacement, dans le transport collectif. Mais en effet, la question la plus fondamentale, c'est massifier la voiture, c'est-à-dire massifier l'occupation de voitures. Chaque fois, s'il y a un voyageur dans la voiture, c'est que ça ne marche pas. Surtout dans les années à venir, ça va donc créer encore plus de congestion, de pollution. Donc dans l'avenir, je pense que c'est vraiment une nouvelle mobilité concernant l'utilisation de voitures, c'est-à-dire c'est une voiture qui sera électrifiée pour satisfaire les enjeux environnementaux, qui sera donc autonome avec donc les techniques numériques dans le futur, et aussi donc partagée. Chaque fois qu'on dit partager, ça veut dire qu'il faut connaître les besoins de quelqu'un avec quelqu'un d'autre pour aller dans le même endroit A au même endroit B. Et c'est uniquement donc avec cette connexion avec la connaissance de mobilité et facilité de mettre ensemble les mêmes personnes qui vont se déplacer d'un endroit à un autre endroit. C'est vraiment je pense que cette mobilité future, d'utilisation de voitures, ça peut résoudre le problème de besoin de mobilité d'abord, ensuite donc de la congestion, puisque les voitures connectées sont gérées collectivement et de manière automatique en plus, c'est une voiture autonome. Donc dans les années donc, à venir, il faut que la France soit en capacité de permettre cette nouvelle mobilité du futur. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour les voitures autonomes et la technologie 5G, la géolocalisation de haute précision et la cartographie de haute précision. Et non seulement pour les routes et les autoroutes, aussi surtout pour les rues. Dans les rues des grandes villes, si ce n'est pas équipé, donc si c'est une voiture autonome individuelle, ça ne sert pas à résoudre les problèmes qu'on a besoin. Si c'est l'ensemble des voitures sont autonomes et connectées, et bien sûr le partage de l'utilisation de ces voitures, ça va devenir donc la vie courante. Mais tout ça, peut-être ça mène loin en 2030 ou 2050. Je pense que dans l'avenir, si on est technologiquement permettre donc de cette réalité de se réaliser, je pense qu'on aura donc moins de problèmes de budget, de plafond de verre budget. Benjamin Honora, il y avait un sujet si je reviens sur la thématique du modèle demain de mobilité, il y avait un sujet qu'on avait évoqué lorsqu'on a préparé cette table ronde, c'était le sujet de l'harmonisation au niveau européen, parce que c'est vrai qu'on prend la LOM, c'est une loi très française. Demain, la mobilité, le modèle, il va dépasser nos frontières. Est-ce que l'aspect communautaire, c'est le trou dans la raquette ou pas? Alors, trou dans la raquette, je ne sais pas. En tout cas, c'est réellement notre ambition, en tout cas, c'est réellement notre souhait qu'il y ait une Europe de la micro-mobilité. Il y a déjà une Europe de la mobilité avec les paquets mobilité et le Europe on the Move. Mais là-dessus, je ne m'étendrai pas trop. Je pense que la députée européenne Karima Delli, que vous recevez, je crois, après, sera beaucoup plus à même d'en parler. On va parler de voitures avec vous avez parlé la place des constructeurs auto en ville. Non, concernant l'Europe de la micromobilité, en fait,
Alors, donc, moi, je vais l'aborder sur vraiment l'angle business et opération que je connais. C'est quand même compliqué d'appliquer un modèle en France avec la réglementation française telle qu'elle est et de le dupliquer ailleurs en Europe puisqu'il y a autant de lois que de pays. Ça, c'est un vrai problème si demain on veut qu'il y ait des grands groupes européens qui se constituent et qu'ils aillent sur d'autres marchés, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas une Europe des mobilités ? Alors, tout à fait. Enfin, Europe des micromobilités, il nous faudrait une Europe des batteries électriques. On en discutait tout à l'heure. Nous fabriquons aujourd'hui nos batteries en Chine. On serait ravis de faire en Europe si on pouvait le faire. Non, concernant la micromobilité, nous, ce qu'on veut être capable de faire, c'est d'avoir les mêmes échanges, la même qualité des échanges que nous allons avoir avec les décideurs locaux en France. On va pouvoir faire la même chose en Europe pour créer une espèce de continuité de service pour tous nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'un utilisateur qu'on va pouvoir servir très bien, de manière très granulaire, sur le territoire français, on pourra être capable de faire exactement la même chose sur tout le territoire européen. Aujourd'hui, nous sommes présents en France et d'ici 2020, nous aurons ouvert 5 pays. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse travailler et proposer la même qualité de service partout en Europe. Madame Idrac, tout à l'heure, vous parliez de Singapour. Est-ce que c'est un modèle aujourd'hui, Singapour ? Vous savez, moi, je préfère un continent dans lequel il y a de la RGPD, dans lequel il y a de la liberté. Mais on connaît les avantages de Singapour. Je voudrais revenir sur l'histoire des données. Effectivement, l'un des grands apports de la loi, et vous en êtes largement à l'origine, c'est l'ouverture, d'ici 2021, l'ouverture en open data, comme on dit, des informations dont les usagers peuvent avoir besoin pour organiser leur parcours au mieux. Bon. Mais il y a derrière, à nouveau, le fait que tout ça c'est bien gentil, mais les données individuelles, elles peuvent conduire au meilleur comme au pire. Bon. Moi j'ai vécu une époque où on disait que la politique des transports était motivée par l'offre. Bon. Après ça, on s'est dit qu'on allait s'occuper de la demande. Bon, j'ai d'anciens collègues là qui m'ont suivi dans cette évolution à travers les décennies. Bon, puis maintenant on se dit c'est absolument super, le client est acteur. Bon. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de raison que l'acteur individuel et avec ses données individuelles contribue en s'additionnant à d'autres en intérêt général. Il n'y a pas vraiment de raison. Bon. On connaît un certain nombre de villes dans lesquelles, lorsque, avec une appli, grâce à ces données, l'individu a le choix entre un taxi et un métro, il faut vraiment être hyper écolo, engagé ou vertueux ou je sais pas quoi, pour ne pas avoir la tentation de prendre un taxi. Il y a beaucoup de cas où c'est quand même plus confort. Bon. Donc ce que je voulais dire là-dessus, c'est que les données, c'est une chance de plus pour les collectivités locales de pouvoir organiser des parcours, de pouvoir organiser des péréquations, de pouvoir, bref, réguler. Je vais donner un autre exemple. On parle beaucoup de masse, Mobility as a Service. À Mulhouse, c'est absolument top, parce que c'est la collectivité locale qui organise les péréquations. Bon. En termes de tarifs, c'est pas parce que ça sera sur une appli que ça évite à la collectivité de faire l'effort de qui va payer, le contribuable, du versement transport, comme vous le savez, c'est-à-dire les entreprises, emploi, pas emploi, les usagers, quels usagers, les jeunes, les vieux, les chômeurs, etc. Bon. Donc tout le travail de péréquation, quid entre le centre-ville et la périphérie, qui est un des très très gros sujets, on le sait bien, avec le risque de forteresse urbaine contre les périphéries. Bon. Donc je dirais que les données et les outils, encore une fois, c'est des ingrédients de plus pour mener les politiques, ni plus ni moins. Un dernier mot, Jean-Marc ? Non, je crois que Madame la Ministre a très bien résumé les enjeux à venir en matière de mobilité, mais je souhaiterais revenir en quelques mots sur la dimension européenne. Oui, il y a nécessité d'avoir une stratégie européenne en matière de batterie, parce que c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Nous devons travailler avec l'Allemagne pour que, soyons clairs, l'Allemagne, en particulier à Berlin, va accueillir la prochaine usine de Tesla. Il faut que ce soit la France qui accueille ces usines de batteries et des usines dans lesquelles la dimension sociale, la dimension écologique prend toute sa place. Il est nécessaire de travailler aussi sur l'enjeu des data au niveau européen. Madame la ministre parlait du MAS, enjeu essentiel. Là aussi, je sais qu'il y a des discussions au niveau européen. Nous devons répondre à ces problématiques. Et puis,
Je le dis, alors vous allez me dire que je suis peut-être un peu hors sujet par rapport à la table ronde, mais j'ai fait inscrire dans la loi d'orientation des mobilités une véritable stratégie de fret ferroviaire. Il faut que cette stratégie de fret ferroviaire s'engage dans une dimension qui soit avant tout européenne. Merci beaucoup. Le temps est quasi écoulé. Si peut-être quelqu'un a un dernier mot à ajouter. Oui, monsieur Ni. Oui, donc j'aimerais évoquer l'Europe de la mobilité. En effet, dans les nouvelles technologies d'avenir, il y a bien sûr les voitures électriques. Les voitures électriques nécessitent bien sûr les batteries, n'est-ce pas? Or, actuellement, il y a le Tesla qui va construire son usine en Allemagne. Il y a le numéro 1 mondial, c'est-à-dire c'est un fabricant de batteries chinois qui va construire son usine en Allemagne. Ça veut dire d'ici 2 ans, c'est-à-dire à fin 2020, en Allemagne, il y aura des fabricants de batteries et les fabricants de Tesla pour le marché européen. Or, dans cette nouvelle tendance, il y a un pays qu'on cite souvent, c'est la Chine. Il vend la moitié des voitures électriques dans le monde et 99% des bus électriques dans le monde. Et donc, c'est pour ça que dans la partie batterie, c'est un fabricant chinois qui est devenu le numéro 1 mondial. Sachant qu'en 2030, il y aura 16 millions de voitures vendues chaque année, voitures électriques vendues chaque année en Chine. Donc ça veut dire les constructeurs mondiaux, européens, français et les Chinois, s'ils ne gagnent pas le pari de marché des voitures électriques en Chine, comment ils vont vendre leurs voitures dans les autres pays, notamment en France? C'est-à-dire les tout constructeurs français qui ont une part de marché de 0,1% en Chine, ils auront du mal à faire réussir la vente de leurs voitures électriques. S'ils ne réussissent pas en Chine, ça va poser un peu de soucis pour le marché européen puisque la capacité de production chinoise pourrait être utilisée de fabriquer une partie de voitures après être exportée en Europe. C'est notamment le cas de Volkswagen qui vend 3 millions de voitures en Chine. Donc, dans ce cas, est-ce que nos tout constructeurs industriels, qui quand même constituent le meilleur de la France, et comment ils vont faire face à cette nouvelle tendance qui est donc la Chine et l'Allemagne? Ça, c'est vraiment une véritable question qui se pose. La deuxième question, c'est que l'Européen de Patrie, quelques mots, c'est que dans la recherche et développement, le résultat de la recherche et développement, il faut que ça soit fabriqué dans un produit, être vendu aux consommateurs. S'il n'y a pas de marché, ça pose un problème des résultats de recherche et développement. Or, pour appliquer les résultats de recherche et d'innovation, c'est là où on produit que ça se passe. Dans les pays désindustrialisés, si les résultats de recherche et développement et d'innovation ne sont pas fabriqués dans des produits industriels, ça pose un problème. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la France, dans 10 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, ça pose un problème de notre souveraineté nationale. Je suis obligé de vous couper. Voilà, merci. Benjamin, un dernier mot très rapide parce qu'on a dépassé le temps. Un mot très rapide, c'est simplement pour toutes les personnes qui sont intéressées pour découvrir le futur de la mobilité, le futur des trottinettes électriques. Nous avons un petit stand là-bas, donc on vous recevra avec grand plaisir. Merci. Merci à tout le monde.